bonsoir à tous. La vie politique en France actuellement est alimentée par trois grands conflits. Le plus traditionnel de ces conflits est celui qui oppose la droite et la gauche. Le deuxième conflit, qui actuellement prend de plus en plus d'ampleur et est appelé, je pense, un grand avenir, est le conflit qui oppose écologistes et productivistes. Le troisième conflit qui va nous occuper ce soir est celui qui dresse les uns contre les autres ceux qui pensent que les nations sont dépassées et ceux qui pensent au contraire qu'elles ont l'avenir pour elles. Pour nous convaincre que les nations sont dépassées, on utilise en général deux arguments. Premier argument, on nous dit que les grands problèmes, désormais, ne se posent plus dans le cadre étroit des nations, mais dans un espace bien plus vaste, au minimum l'espace européen et plus souvent encore l'espace mondial. Ainsi, le réchauffement climatique ne se produit pas seulement en France, il affecte l'ensemble de la planète. Ainsi, le terrorisme islamiste frappe tous les continents à la fois. Ainsi encore, il a suffi qu'en 2007, une banque américaine fasse faillite pour que cette faillite d'une seule banque déclenche une crise financière et économique sur toute la planète. Preuve, nous dit-on, que désormais les économies nationales sont étroitement intégrées les unes aux autres. Tout cela est vrai, mais l'idéologie dominante de cette vérité tire une conclusion fausse. À problème mondial, nous dit-on, il faudrait une solution nécessairement mondiale, et par conséquent, si on est logique, un pouvoir également mondial pour mettre en œuvre cette solution. Les États-nations devraient donc accepter de s'effacer, voire de disparaître, pour laisser place non pas à un gouvernement, appréciez la nuance, mais à une gouvernance planétaire. Ce raisonnement est un sophisme. Reprenons l'exemple du climat. Nous savons tous ce qu'il faut faire pour sauver le climat de la planète. Nous le savons tous. Eh bien, puisque nous le savons tous, faisons-le tout de suite. N'attendons pas et n'espérons pas qu'une 21e conférence sur le climat convoquée en décembre prochain à Paris fasse des miracles. Cette conférence a été précédée par 20 autres conférences sur le même sujet et toutes ont été décevantes. Par conséquent, si nous espérions des miracles de la 21e, nous serions déçus. La COP 21, comme on l'appelle, fera au mieux des déclarations, ça soyons sûrs qu'elle en fera. Dans le meilleur des cas, elle fixera des objectifs, bons ou mauvais, et puis elle s'en tiendra là. Même si les objectifs sont bons, ce n'est pas elle qui les mettra en œuvre, ce sera à nous de nous retrousser les manches. Et si nous voulons qu'effectivement le climat soit sauvé, il faudra que nation par nation, et même individu par individu, nous nous retroussions les manches et que nous changions notre façon de travailler, notre façon de vivre, notre façon de nous transporter, notre façon de consommer. Aucune instance mondiale n'est en mesure, ne peut imposer à tous les pays à la fois des solutions uniformes. Il est impossible, même pour sauver le climat, d'imposer la même politique à la fois aux États-Unis d'Amérique d'un côté et de l'autre au Bangladesh, d'un côté au Canada et de l'autre au Tchad. À situations extrêmement diverses, il faut des solutions elles-mêmes très diversifiées. Penser globalement, penser planétairement, oui, mais décider et agir localement. C'est depuis longtemps ma devise. Après l'exemple du climat, prenons l'exemple de ces flux migratoires qui nous viennent actuellement du Moyen-Orient et d'Afrique et qui défraient la chronique. Voilà un vrai problème géopolitique. Puisque ce problème affecte 3 continents à la fois, l'Afrique, l'Europe et une partie de l'Asie,
Ben, ce problème, nous dit-on, exclut toute solution étroitement nationale. Et les solutions ne pourraient être, au pire, qu'européennes, voire mondiales. Mettons que, restons-en au niveau européen. L'Europe prétend résoudre le problème en définissant des quotas que les États membres se verraient imposer. Eh bien, si on attend que ces quotas soient définis et à plus forte raison imposés, on attendra longtemps. Les quotas, l'Europe est incapable, je prends le pari, je ne risque pas de le perdre. L'Europe est incapable de définir ces quotas, tout simplement parce qu'au sein des instances européennes, il n'y a aucun accord possible sur ce point. Les États européens ont des situations démographiques très diverses, des situations économiques très diverses, des situations politiques extrêmement diverses. Et cette diversité de situations appelle une diversité de solutions et non pas une solution uniforme qui s'appliquera à tout le monde, comme prétend le faire l'Union européenne. Ainsi, l'Allemagne a une natalité la plus faible peut-être de toute l'Europe. Il paraît que le patronat allemand n'arrive pas à remplacer les salariés qui partent à la retraite. On comprend que le patronat allemand souhaite très vivement un afflux d'immigrés sur le territoire allemand. Mais la France, elle, pour ne prendre qu'elle, a une démographie tout à fait satisfaisante, le renouvellement de génération se fait bien, et puis nous avons, comme vous le savez, plus de 3 millions de chômeurs. Et tout nouvel afflux migratoire ne pourrait qu'aggraver la situation des chômeurs et au-delà la situation de l'ensemble des salariés. Par conséquent, et je ne parle pas du logement, de la crise du logement, quel logement offrir à ces nouveaux venus, alors que nous-mêmes, nous avons des millions de mal logés et de SDF, et on pourrait continuer ainsi. En matière de flux migratoires, comme en matière climatique, les politiques uniformes sont nécessairement inadaptées. C'est de la confection, alors qu'il faut du sur-mesure. C'est à chaque État d'ajuster, en matière de climat comme en matière de migration, d'ajuster la politique qui convient en fonction de ses réalités nationales. Si la Suède ou si l'Allemagne veulent, par exemple, accueillir par millions, pourquoi pas par millions, des migrants, c'est leur droit le plus absolu et il n'y a pas à le critiquer. A l'inverse, si l'Autriche, si le Danemark, si la Pologne, etc., si la Hongrie estiment, elles, qu'elles ne peuvent pas avaler, digérer cet afflux migratoire qui est à leur porte, c'est aussi leur droit le plus absolu et c'est à eux d'agir en fonction de leur réalité nationale. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est le fondement du droit de l'ONU, du droit international, est basé sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est à chaque peuple de disposer de lui-même et de son territoire et de ses frontières en laissant passer ce qu'il estime devoir laisser passer et en arrêtant le reste. Penser globalement, penser planétairement dans le domaine des migrations comme le domaine du climat, comme dans tous les domaines, mais décider et agir localement. Deuxième argument pour nous convaincre que les nations sont dépassées, on nous dit la révolution des transports, qui a rendu les transports très rapides et très bon marché, a rapetissé la planète. C'est vrai. Au temps de Jules Verne, donc il n'y a pas longtemps, il fallait au moins 80 jours pour faire le tour du globe. Il y a 6 siècles, je ne remonte pas très loin, il y a 6 siècles, le monde était tellement vaste, que les Européens ne soupçonnaient même pas l'existence de l'Amérique d'un côté et de la Chine de l'autre. Et l'immense empire chinois, qui était très développé, de manière, je parle de sa civilisation, bon, cette Chine à la civilisation si développée ne soupçonnait même pas l'existence de l'Europe ni celle de l'Amérique. Donc, le monde était trop vaste, on ne pouvait pas en faire le tour. Aujourd'hui, quelques heures d'avion suffisent à relier entre les continents et Internet permet d'échanger à la seconde, instantanément, toutes les informations possibles et imaginables. Le monde serait donc devenu, nous dit-on, un village planétaire
les États-nations seraient arrangés au musée des Antiquités, et les esprits qui se croient d'avant-garde se vantent d'être citoyens du monde. L'ennui pour ces beaux esprits, c'est que la crise climatique, la crise de l'énergie, la transition énergétique, dont tout le monde est conscient qu'il faut les affronter, bien, tout cela nous oblige à réduire drastiquement notre consommation d'énergie et donc, et surtout, notre consommation de transport. Il faut réduire drastiquement la mobilité des marchandises et même la mobilité des personnes. Les économistes désormais disent à peu près unanimement, c'est leur formule, il faut relocaliser la production, ce qui veut dire en clair, même si eux ne le disent pas, ce qui veut dire en clair, tourner le dos au marché mondial et même au marché européen. Ce qui est dépassé aujourd'hui, c'est le marché unique européen. Ce qui est dépassé, c'est la mondialisation. Ce qui n'est pas dépassé, au contraire, c'est l'existence des nations en tant que cadre de vie des peuples et cadre de vie démocratique des peuples. Rien, en réalité, n'est plus moderne et plus actuel que la nation. Ce qui est archaïque, ce sont les empires, que je définis comme des conglomérats de peuples asservis par un État supranational. La preuve que les nations sont très jeunes, c'est que beaucoup d'entre elles viennent à peine de naître. Ainsi, l'État italien et la nation italienne ne sont nés que dans la seconde moitié du XIXe siècle. Peut-être vous souvenez-vous de l'épopée des chemises rouges conduite par Garibaldi. Bon. Quant à l'État allemand qui s'est formé et la nation allemande, qui se sont formés autour du royaume de Prusse, leur avènement est plus récent encore. Mieux, beaucoup de nations ne sont même pas nées et aspirent à naître. Elles sont en gestation. C'est le cas pour le peuple palestinien, qui aspire à avoir son propre État et à devenir nation, puisqu'il n'y a pas de nation sans État. Pour l'instant, il y a un peuple palestinien, il n'y a pas encore de nation palestinienne. Les Palestiniens ne seront nation que le jour où ils auront leur propre État, et ils y aspirent ardemment, mais ils n'ont pas encore eu ce privilège. Le peuple kurde est partagé entre 4 États. Il aspire à devenir enfin une nation avec son propre État sur sa terre ancestrale, le Kurdistan. En Afrique noire, la décolonisation a laissé place à un grand nombre d'États indépendants, fabriqués artificiellement sur le modèle européen, par les élites africaines, formées dans les universités françaises et européennes. Ces États nouvellement indépendants rassemblent des ethnies disparates qui ne sont unies par aucune identité nationale, par aucune conscience nationale, d'où de nombreuses sécessions et d'innombrables guerres civiles sur le continent noir. La nation est une idée toute neuve en Afrique, loin d'être archaïque. La nation est en Afrique une réalité naissante, souvent encore en gestation. Au contraire, les empires sont des réalités extrêmement anciennes. En Occident, le plus ancien empire connu, c'était plutôt l'empire des pharaons. Il y a 3400 ans, je suis assez précis, vous voyez, 3400 ans, l'empire des pharaons s'étendait jusqu'au Moyen-Orient et ses frontières se confondaient avec la frontière méridionale de l'actuelle Turquie. Elle est loin, comme vous voyez. À cette époque-là, aucune nation n'existait sur la planète. Avec l'Égypte, la Mésopotamie est un des 2 berceaux où est née la civilisation occidentale. C'est là que, à peu près simultanément, en Égypte et en Mésopotamie, que sont nées, par exemple, l'écriture. L'écriture cunéiforme en Mésopotamie et l'écriture que tout le monde connaît, l'écriture égyptienne. Cette Mésopotamie a été soumise successivement, à date très ancienne, à 4 empires successifs, pas moins, 4 empires.
L'empire le plus ancien en Mésopotamie, c'est l'empire assyrien, dont la capitale était Ninive, et dont le souverain le plus connu était Assurbanipal. Peut-être son nom est-il parvenu jusqu'à vous. Cet empire assyrien a été dégommé par l'empire chaldéen, dont la capitale, beaucoup plus célèbre, très célèbre, était Babylone. D'où parfois le nom d'empire babylonien pour désigner l'empire chaldéen. L'empire chaldéen, à son tour, a péri, remplacé par l'empire perse, qui, à sa plus grande extension, était tellement grand qu'il a essayé d'englober l'Europe, en commençant par la Grèce. Et là, il s'est cassé les dents, comme vous savez, les Grecs ont résisté victorieusement à la pression militaire perse. Et puis, l'empire perse, à son tour, a été détruit par l'empire d'Alexandre le Grand. Le bassin méditerranéen a connu deux grands empires. L'empire carthaginois, qui est allé jusqu'à l'Espagne, et l'empire romain, qui, vous le savez, a réussi à abattre l'empire carthaginois et s'est emparé de tous les territoires englobant, encerclant la Méditerranée. Voilà pourquoi les Romains pouvaient dire fièrement « Mare nostrum », notre mer, pour désigner la Méditerranée. Ils en possédaient tous les rivages. Nous avons connu l'empire mongol, qui, sous le règne de Gengis Khan et de Tamerlan, a englobé pratiquement toute l'Asie et est venu frapper aux portes de l'Europe. Rappelez-vous, entre autres, les tentatives d'invasion par les Asiatiques de l'Empire romain. L'Empire mongol a également fait pratiquement le tour de l'Asie. L'Empire arabe, à sa plus grande extension, partait du Maroc et de l'Espagne pour aller jusqu'en Inde et jusqu'en Asie du Sud-Est. Sous le règne de Charles Quint, l'Empire espagnol faisait le tour du monde. Eh bien, je m'arrête là de mon énumération, que je pourrais continuer. À l'époque où tous ces empires se sont formés, et à l'époque où ils sont morts, il n'existait encore au monde aucune nation. Vous voyez que les empires sont bien plus anciens que les nations. Les nations, elles, sont toutes jeunes. Outre leur archaïsme, les empires ont cette particularité commune, c'est leur caractère périssable. La plupart d'entre eux n'ont pas vécu seulement la durée d'une vie humaine. Ainsi, l'empire d'Alexandre le Grand, conquis par Alexandre en une dizaine d'années, n'a pas survécu à son fondateur. Alexandre est mort à 33 ans, et à peine était-il mort que ses généraux, les Diadochoi, se sont partagés son empire et l'ont divisé en royaumes. L'empire de Charlemagne n'a pas survécu à celui qui l'a fondé, et ses successeurs se sont divisés l'empire de Charlemagne et l'ont partagé en royaumes. L'empire napoléonien a duré moins de 10 ans et n'a pas survécu à la chute de Napoléon. L'empire hitlérien a duré moins de 10 ans, le Troisième Reich. À l'inverse, aucune nation n'a jamais péri. Les cimetières de l'histoire sont pleins d'empires défunts, mais vous y chercherez en vain le tombeau d'une nation. Pourquoi cela ? C'est que les empires se forment par la contrainte, par la violence militaire. C'est les armes à la main que Napoléon, que Hitler, qu'Alexandre le Grand, que les Perses, etc., ont conquis leur immense empire. Toujours les armes à la main, toujours. Alors que les nations, elles, se forment par affinité lentement. Les Kurdes, je reviens à eux par exemple, les Kurdes vivent dans 4 États à la fois. La Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Mais les Kurdes ne veulent vivre dans aucun de ces 4 États. Ils veulent leur propre État. Ils veulent vivre entre eux, avec leurs propres lois, sur leur propre territoire, le Kurdistan. C'est ça, une nation. Une nation, c'est de l'amour, c'est de l'affinité. Une nation, c'est un vouloir vivre ensemble, comme disait Renan, alors que les empires sont des constructions artificielles imposées par la violence militaire. Prenons le cas des Suisses. Il n'y a pas de langue suisse. Certains pourraient aller jusqu'à dire qu'il n'y a pas de culture suisse. Les Suisses, comme vous savez, parlent 3 langues. Les uns français, les autres allemands, et les derniers parlent italien. Mais les Suisses sentent plus d'affinité entre eux
même s'ils ne parlent pas la même langue, ils sentent plus d'affinité entre eux et ils veulent vivre ensemble et non pas dans le cadre des États qui les entourent et dont ils partagent la langue et jusqu'à un certain point dont ils partagent la culture. Eh bien, c'est ça une nation, c'est un acte d'amour, c'est un vouloir vivre ensemble. La nation est un mariage d'amour, l'empire un mariage forcé, condamné au divorce. L'empire bruxellois, celui dont nous faisons partie par exemple, cet empire qui violente la Grèce, qui refuse d'entendre la volonté des peuples, même quand les peuples s'expriment par la voie solennelle du référendum. Pensez pour nous la suite 2005 par exemple, qu'on a si cyniquement enterré. Cet empire bruxellois qui opprime tous les peuples membres, qui leur impose à tous une austérité grandissante, qui ne coûte aucune de leurs aspirations, qui prétend leur imposer à tous les mêmes politiques malgré leur diversité, cet empire craque de toutes parts et finira par éclater comme tous les empires qui l'ont précédé. Sur les ruines de l'empire européen, les nations européennes refleuriront plus vigoureuses que jamais. J'en viens maintenant à un concept particulièrement sulfureux, celui d'identité nationale. Chaque peuple se distingue de tous les autres par des particularités qui constituent son identité. Prenons l'exemple du peuple français qui nous intéresse particulièrement puisque nous sommes français. En quoi notre peuple est-il différent de tous les autres ? Eh bien, je vais essayer de le montrer. Premier trait distinctif, le monde entier nous considère comme un peuple indocile, un peuple rebelle, un peuple insoumis, quasiment ingouvernable, et pour cette raison, multi-révolutionnaire. La grande révolution de 1789, la révolution de 1830, la révolution de 1848, la révolution parisienne, seulement parisienne, de 1871, connue sous le nom de Commune de Paris, et qui n'a pas duré longtemps parce qu'elle était aussitôt noyée dans le sang. Et puis, entre deux révolutions, les Français engagent volontiers un bras de fer avec leurs dirigeants. Je pense à la grève insurrectionnelle de 1936. Je pense à la grève insurrectionnelle de 1968. Vous avez devant vous un ancien 68ard, un ancien combattant de 68. J'ai connu ça. Crise de 1995, où la moitié de la France descend dans la rue. Crise du contrat première embauche, qui a indigné la jeunesse française, voyant comment, à quel prix, dans quelles conditions, on voulait lui proposer une première embauche, etc. Plus récemment encore, nous avons connu la révolte des bonnets rouges. Ces jours derniers, la révolte de la paysannerie française, etc. À Bruxelles, les dirigeants européens disent, c'est leur formule, que les Français, contrairement au reste de l'Europe, ont une culture politique de la confrontation. Deuxième trait identitaire du peuple français, habitués à lutter contre les oppressions, les Français ont été les premiers à proclamer à la face du monde les droits de l'homme et du citoyen. Les premiers. À cet égard, la France a fait école, puisque le monde entier a repris cette invention française, et qu'aujourd'hui, il existe à l'ONU, adoptée par l'ONU, une déclaration universelle des droits de l'homme, assez différente de la déclaration française initiale. Mais enfin, le monde entier considère la France comme le pays natal, la patrie des droits de l'homme. Et c'est pourquoi, chez nous, toute atteinte aux droits de l'homme est ressentie plus vivement qu'ailleurs. Troisième trait identitaire, parmi les oppressions contre lesquelles nous avons lutté, figure au premier plan l'oppression religieuse. Dès le Moyen-Âge, les bâtisseurs de cathédrales, qu'à l'époque on appelait francs-maçons, ont commencé à s'organiser pour résister contre leur employeur, contre leur exploiteur, qui était l'Église, qui cherchait à les faire travailler le plus possible en les payant le moins possible. Et donc la révolte contre l'oppression religieuse, chez nous, on peut la faire commencer au Moyen-Âge avec les francs-maçons. Au XVIIIe siècle, les encyclopédistes et d'autres intellectuels, pas seulement ceux qui ont collaboré à l'encyclopédie,
s'élevèrent contre le fanatisme et contre l'obscurantisme religieux. La Révolution, commencée en 1789, ne fut pas dirigée seulement contre l'absolutisme royal, pas seulement contre les abus de la noblesse, mais aussi contre les privilèges de l'Église et surtout peut-être contre la complicité de l'Église avec la classe dominante, avec la noblesse, avec la monarchie. Pour ne prendre qu'un seul exemple, souvenez-vous que chaque fois qu'un roi mourait en France et qu'un nouveau roi montait sur le trône, l'Église, dans la cathédrale de Reims, sacrait le nouveau roi de France. Je vous demande de réfléchir à ce terme « sacré ». Ça veut dire que l'Église déclarait le nouveau roi sacré. Elle le déclarait roi par la grâce de Dieu, c'est-à-dire par la volonté de Dieu. Et par conséquent, implicitement, quiconque se rebellait contre le roi, quiconque désobéissait au roi, se rebellait contre Dieu lui-même et désobéissait au Dieu lui-même, puisque c'était Dieu qui avait installé le roi sur le trône. C'est une sacrée complicité, ça, entre l'Église et l'ordre établi. À partir de 1871, lorsque le Second Empire s'écroule, et qu'il faut bien trouver un nouveau régime pour remplacer le Second Empire disparu, tous les républicains s'opposent à l'Église, qui, elle, souhaite la restauration de la royauté. On l'a oublié, ça, en général. C'est notamment pour mettre la jeunesse à l'abri de la propagande royaliste pratiquée dans les écoles catholiques que le gouvernement de Jules Ferry a créé l'école publique, gratuite et obligatoire. Il s'agissait de soustraire la jeunesse à l'influence de l'Église royaliste. En 1905, la France se distingue de tous les autres peuples du monde. Elle se singularise en séparant légalement l'État de toutes les églises. Partout ailleurs en Europe, ça aussi on ne le dit pas souvent, et on l'oublie presque toujours. Partout ailleurs en Europe, à la seule exception récente, très récente du Portugal, le christianisme, sous une forme ou sous une autre, le christianisme catholique, ou le christianisme anglican, ou le christianisme orthodoxe, ou le christianisme protestant. Le christianisme donc, ailleurs qu'en France, en Europe, est aujourd'hui encore religion officielle, religion d'État. Le meilleur exemple que je puisse donner, c'est la Grande-Bretagne. Savez-vous qu'en Grande-Bretagne, le chef de l'église anglicane, c'est automatiquement le roi ou la reine d'Angleterre? Le saviez-vous? On pourrait aboutir à une situation paradoxale. Imaginons ce qui n'est pas impossible, qu'un jour, le roi d'Angleterre soit athée. Imaginons-le. Eh bien, il serait automatiquement quand même chef de l'église anglicane. On ne peut pas imaginer de confusion plus totale entre pouvoir politique et pouvoir religieux. En Italie, en Allemagne, en Belgique et dans d'autres pays, existent des partis politiques religieux qui se réclament ouvertement du christianisme. On les appelle des partis démocrates chrétiens. Et ils sont souvent au pouvoir parce que notamment la référence à l'Église et le soutien du Vatican leur donnent une influence très grande. En France, il est impensable qu'on voit un jour au pouvoir un parti démocrate chrétien. Il en existe un d'ailleurs, mais il se cache. Il se cache et il ne dit pas trop son nom. Son nom, vous le connaissez sans doute, bon, donc je ne l'évoque pas ici, mais il reste extrêmement marginal, extrêmement minoritaire. Bref, nous autres Français, nous ne sommes pas seulement la patrie des droits de l'homme, nous sommes aussi le berceau de la laïcité. Et ce mot est tellement singulier, tellement particulier à la France que, je l'ai vérifié, il n'existe pas de traduction de ce mot dans les autres langues européennes. C'est vous dire à quel point ce mot, cette notion est spécifiquement, purement française. Quatrième trait identitaire, la lutte contre les inégalités est en France une constante de la vie politique. À l'étranger, contre les inégalités, on se contente plus ou moins d'une égalité formelle, l'égalité des droits, l'égalité juridique. En France, on va plus loin. On exige aussi l'égalité économique. Les Français s'indignent quand ils apprennent que tel PDG gagne 1000 fois le SMIC. Au contraire, aux États-Unis, les gens très riches
les gens les plus riches, les multimilliardaires, sont très populaires et très admirés. En France, les gens riches savent qu'ils doivent, si possible, dissimuler les signes extérieurs de leur richesse. Au contraire, aux États-Unis, quand on est un multimilliardaire, on étale sa richesse parce qu'on sait qu'ainsi on se rend populaire et on se fait admirer. Si Johnny Hallyday, si Gérard Depardieu, si des vedettes du football et autres gros contribuables, en général, émigrent et vont habiter les uns en Suisse, les autres à Monaco, les autres à Londres, etc., c'est pour échapper au fisc, qui en France épargne, exonère les plus pauvres, mais frappe les plus riches plus lourdement qu'ailleurs. À l'impôt, les Français ont inventé un autre moyen d'égalité sociale et économique, ce sont les services publics. Ainsi, l'éducation nationale assure à tous les enfants, gratuitement, une éducation, une formation qui, si elle était laissée aux entreprises privées lucratives, serait inabordable pour les plus pauvres. Nicolas Sarkozy, conscient de cette particularité française, a voulu, quand il a été élu président de la République, remodeler notre mentalité sur le modèle américain, qui est le modèle de Nicolas Sarkozy. Vous en êtes conscient, je suppose. Il a tenté de blanchir dès le début de son règne le big business. Il a affiché son amitié avec des milliardaires. Il s'est offert des vacances de nabab sur le yacht d'un de ses amis. Et il l'a fait savoir au lieu de le cacher. Il n'a pas réussi à nous américaniser pour autant. C'est lui qui a fini par se discréditer à ce jeu. 5e trait identitaire. Lénine, s'interrogeant sur les sources du marxisme, en distinguait 3. La philosophie allemande, et en particulier celle de Hegel, que Marx et Engels ensuite ont adopté pour faire la dialectique marxiste. L'économie politique britannique, et en particulier les travaux de l'économiste Ricardo, et enfin le socialisme français. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Lénine. C'est le socialisme français qui est une des 3 sources du marxisme. Par socialisme, entendons-nous bien, par socialisme, au XIXe siècle, on entendait la volonté de remodeler la société, de refaire la société, plus ou moins profondément, pour la rendre conforme aux intérêts des plus pauvres, des plus défavorisés, notamment des ouvriers. Eh bien, c'est en France, terre de lutte contre les inégalités, que le mouvement socialiste est né et a pris la plus grande ampleur. Très nombreux furent en France les théoriciens socialistes. Je pense à Babeuf, dès la Révolution française, je pense à Fourier, à Blanqui, à Proudhon, et puis j'irai, surprise peut-être pour vous, jusqu'à Napoléon III. Ouais, Napoléon III, qui, dans sa jeunesse, a écrit un traité sur l'extinction du paupérisme, et qui déclarait, pendant son règne, autour de moi, il n'y a guère que des légitimistes, des royalistes, je ne connais un seul bonapartiste, même moi je ne suis pas bonapartiste, moi je suis socialiste, disait Napoléon III. Pensez à la littérature française du XIXe siècle, avec Zola, par exemple, avec Les Misérables de Victor Hugo, etc., etc., etc. Donc, la France est marquée par cette exigence de justice sociale. D'ailleurs, le premier État socialiste du monde, savez-vous quel il a été ? Ce n'a pas été l'URSS, ça n'a pas été la Russie. C'était la Commune de Paris. Le premier État socialiste du monde. Un État éphémère, noyé dans le sang, quelques mois après sa naissance. Mais enfin, c'est en France qu'est né le premier État socialiste, qui voulait l'égalité entre tous les citoyens. Patrie des droits de l'homme, patrie de la laïcité, la France est aussi le berceau du socialisme, au sens que j'ai dit, au sens de la volonté de justice sociale. Transformer la société dans le sens de la justice sociale. 6e trait identitaire. La France, riche de 36 000 communes, en possède plus que tous les autres pays européens. Parce que nos communes sont petites, souvent très petites, toutes petites.
Dans l'Hérault, par exemple, j'en connais au moins 2 qui ont moins de 50 habitants. C'est vraiment tout petit. Hein. Donc, parce que nos communes sont petites, les élus ils sont très proches des citoyens et sous leur contrôle. C'est le plus important. L'avantage de la petite commune, c'est que les élus sont sous contrôle des citoyens. C'est dans les communes, petites communes, que la démocratie fonctionne le mieux. L'expression fréquente de démocratie de proximité est un pléonasme. Il n'y a pas de démocratie d'éloignement. Malheureusement, les gouvernements successifs, depuis que la France s'intègre dans l'Union européenne, dans l'immense Union européenne, puis dans la mondialisation, donc depuis cette dilution de la France dans l'Europe et de l'Europe de la mondialisation, les gouvernements successifs, de gauche comme de droite, ont décidé de faire disparaître les communes trop petites pour l'immense espace européen, trop petites pour l'immense espace mondial, donc de les faire disparaître au profit de vastes structures supracommunales jamais assez grandes. Communautés de communes en zone rurale, communautés d'agglomération autour d'une ville-centre, communautés urbaines pour les grandes villes, et maintenant, dernière née de ces structures, les métropoles. Je vais prendre un exemple pour situer la dimension de cette ambition. La métropole parisienne, par exemple, qui déjà à l'heure actuelle, enfin disons que la commune de Paris, à l'heure actuelle, compte 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants, c'est quand même pas rien. Eh bien, le Grand Paris, la métropole du Grand Paris, va englober, tenez-vous bien, les 3 départements limitrophes qui entourent Paris. Et par conséquent, l'équivalent de 4 départements, Paris intramuros et les 3 départements de la Petite Couronne, vont constituer la métropole parisienne. Toutes les structures supracommunales disparaissent. Et donc, entre le citoyen de base et puis les maîtres de la métropole, il n'y aura aucune structure intermédiaire. Vous aurez ainsi une espèce de super commune de plusieurs millions d'habitants. Cet énorme recul de la démocratie permet d'imposer beaucoup plus facilement toutes sortes de régressions, parce que les citoyens sont contraints dans une structure très vaste de déléguer. Ils ne contrôlent plus leurs élus, c'est fini. Ils ne peuvent même plus connaître leurs élus. Ils ne peuvent plus les aborder, ils ne peuvent plus leur parler, ils ne peuvent plus leur faire de suggestions. Est-ce là l'avenir que nous voulons ? Toutes ces évolutions se font bien sûr sans aucune consultation des citoyens placés dans le fait accompli. N'est-il pas temps de nous mobiliser contre cet avenir de gigantisme, contre ces énormes structures où les citoyens ne pèsent plus rien ? C'est mon avis. Une précieuse exception française, les 36 000 communes, est peut-être sur le point de mourir. 7e particularité identitaire, parce que la vie politique française est intense, parce qu'elle est mouvementée, parce que la remise en cause des institutions y est permanente, notre pays a connu en 2 siècles 5 républiques et 15 constitutions successives, élaborées pour la plupart dans une grande effervescence citoyenne. L'actuelle constitution, adoptée en 1958, mais constamment modifiée depuis, constamment modifiée, je ne sais plus combien de dizaines de modifications la Constitution a subi. Cette Constitution, énième Constitution, sera bientôt peut-être refondue. Le désir grandit en effet d'une 6e République. La France a la particularité aussi d'être un laboratoire institutionnel. 8e trait identitaire, dans les pays anglo-saxons, il n'existe en général que 2 grands partis qui exercent le pouvoir à tour de rôle. Ce sont les travaillistes et les conservateurs en Grande-Bretagne, les républicains et les démocrates aux États-Unis, etc. L'intensité de la vie politique française, la remise en cause perpétuelle des institutions et de la société, la richesse du débat, la diversité extrême des points de vue ont donné naissance à un grand nombre de partis politiques. Ils sont tellement nombreux que chaque année naissent des partis politiques et chaque année meurent des partis politiques. Dans une élection présidentielle américaine, il n'y a généralement que 2 candidats. Il y en avait 12
au premier tour de l'élection présidentielle en 2007. Et il y en a généralement une dizaine, une bonne dizaine à chaque élection présidentielle, bien que toutes sortes de barrages soient mis, l'UPR en sait quelque chose, pour éviter des candidatures jugées marginales. Pour toutes les raisons qui précèdent, la France intrigue, la France étonne, la France fascine ou séduit les autres peuples. Les Français mesurent mal le rayonnement de leur pays dans le monde. Et c'est seulement quand on voyage loin de la France qu'on se rend compte à quel point la France est prestigieuse. Pas de ville au monde plus réputée que Paris. Et semble-t-il, si j'en crois les dernières statistiques, pas de pays au monde plus visité par les touristes que la France. Voilà, je vais m'en tenir là pour mon intervention liminaire et je vous engage maintenant donc à en venir au débat. Voilà. Donc, ceux qui veulent commencer. À vous la parole. Voilà, parlez fort, si vous pouvez. Je voulais parler puisque le fait de décider d'agir localement semble être la solution, en fait, dans cette soi-disant mondialisation inévitable, je voulais parler d'un autre problème qui s'impose à nous, enfin, si on peut considérer ça comme un problème lorsque l'on est souverainiste, c'est le particularisme régional. Souvent, je discute avec des personnes qui se définissent avant tout comme des Occitans, me posent souvent la question, mais finalement, en quoi je suis plus proche d'un ch'ti qu'un catalan. Du coup, bon, après, on discute pendant très longtemps. Hein. Mais du coup, plus sérieusement, la question que je voulais poser, c'est, puisqu'on parle d'empire bruxellois, qui justement fait la promotion de ça, du parti, qui exacerbe ces particularismes religieux, et pas qu'en France d'ailleurs, on le voit avec l'Écosse, avec la Catalogne, le Val d'Aoste, etc. Finalement, est-ce que le diviser pour mieux régner, qui ne date pas d'hier, est encore une idée qui fait recette et qui peut, au final, même si les empires sont à bout de souffle, les faire quand même perdurer? Est-ce que du coup, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait minimiser en fait? Alors, j'en profite pour signaler déjà un rendez-vous le samedi 10 octobre à Béziers. Bon. Donc le samedi 10 octobre à Béziers, nous organisons, enfin mes amis et moi, donc nous organisons une réunion publique sur le thème quels sont les enjeux dissimulés, les enjeux secrets, les enjeux inavoués de l'élection régionale. Donc nous aurons l'occasion, Thomas, d'aborder donc ces questions. Donc, mais ce soir, je ne me défile pas. Deux choses. C'est vrai que ceux qui cherchent à faire disparaître les nations sont souvent tentés, c'est une stratégie qui est constamment à l'œuvre, même si tout le monde estime qu'elle n'est peut-être pas prioritaire, mais en tout cas, donc, cette tentation est permanente. La tentation, c'est de morceler les nations en régions. Ce n'est pas un hasard s'il existe à Bruxelles, à côté du Parlement européen, un comité des régions. Bon, ce n'est pas un hasard. C'est une première esquisse de ce que pourrait devenir plus tard une Europe des régions, fédérant des régions, les nations ayant disparu. Et ce n'est pas non plus un hasard si on cherche actuellement en France à dessiner des régions toujours plus grandes, jamais assez grandes, en leur donnant toujours davantage de pouvoir, au détriment des instances qui se trouvent dessous, les départements par exemple, qu'on cherche à faire disparaître, et au détriment aussi de l'État national. On voit comment on pourrait aboutir à une future Europe des régions. C'est déjà à l'œuvre, par exemple, lorsque, mettons, la Flandre belge cherche à devenir indépendante et à se rattacher directement à Bruxelles. C'est le cas lorsque, par exemple, la Catalogne espagnole cherche à devenir indépendante et à se rattacher directement à Bruxelles. C'est le cas aussi lorsque, par exemple, on fabrique des euro-régions. J'en ai parlé ici il y a à peu près un an, lors d'une conférence, mais peut-être tout le monde n'y était pas. Donc je rappelle à grands traits, qu'est-ce qu'on appelle une euro-région? C'est une région plus grande que les régions actuelles et à cheval sur 2 ou 3 pays.
Ainsi, vous, sans le savoir peut-être, vous êtes membre d'une eurorégion. Oui, vous, ici. Savez-vous laquelle? Elle s'appelle la Communauté de travail des Pyrénées. Et elle regroupe les 3 régions françaises qui sont alignées le long des Pyrénées, c'est-à-dire l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Et du côté espagnol, version espagnole, elle regroupe 4 régions espagnoles, les 4 régions espagnoles pyrénéennes, plus la principauté d'Andorre. Voilà. C'est ce qu'on appelle la Communauté de travail des Pyrénées. Elle reçoit son budget directement de l'Europe. Elle n'a aucun compte à rendre ni à l'Espagne, ni à la France. Elle est placée au-dessus, à cheval sur les 2 nations. Une euro-région. Eh bien, il y a l'équivalent, par exemple, de part et d'autre des Alpes. Une région transalpine qui comprend à la fois des régions italiennes et la région PACA en France. Bon. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle des euro-régions. Et la même chose pourra se produire demain, par exemple, avec une euro-région rhénane, franco-allemande. Une euro-région, par exemple, flamande, franco-belge, et ainsi de suite. On voit comment on cherche à faire disparaître jusqu'au sentiment national en le remplaçant par un sentiment régionaliste, d'appartenance régionale. Voilà. Alors, je ne mésestime pas la menace, hein. Bon. Mais il ne faut pas non plus l'exagérer, parce que pour l'instant, elle se heurte partout à l'échec. J'en veux pour preuve le fait que dans toutes les régions dont je viens de parler, à chaque élection, les partis indépendantistes, les partis régionalistes font des scores minables. Minables. Il existe par exemple chez nous en Occitanie, en Languedoc, théoriquement un parti nationaliste occitan. Vous l'avez déjà vu se présenter une élection? Moi, si ça m'est arrivé, mais il fait moins de 1%. Bon. En Bretagne, vous connaissez des partis régionalistes indépendantistes? Ça n'existe pratiquement pas. Et si des originaux veulent se présenter une élection en Bretagne avec un programme pareil, ils obtiennent moins de 1% des voix. Même en Corse, les partis régionalistes, les partis indépendantistes corses sont très minoritaires à toutes les élections. Donc, c'est bien que, même chez les Corses, même chez les Bretons, même chez tous les régionaux chez qui on pourrait craindre donc, que le sentiment régionaliste l'emporte sur le sentiment national, même là, c'est le patriotisme français qui l'emporte de loin sur le sentiment régional. Et en plus, pour conclure là-dessus, je dirais que moi, je n'oppose pas les choses. Moi, je suis par exemple un Biterrois qui aime Béziers. Je suis un Héraultais qui aime l'Hérault. Je suis un Français qui aime la France. Puis je suis membre de l'humanité et j'aime les êtres humains. Je veux dire, je n'oppose pas ces diverses appartenances. Voilà. Et il ne faut pas les opposer. Moi, ça ne me dérange pas qu'en Bretagne ou en Corse, on essaie de faire vivre leur langue locale. Moi, je suis pour la diversité linguistique. Ça n'est pas forcément nuisible à l'identité nationale. Je reprends l'exemple de la Suisse. Peux-tu justement nous éclairer sur le prochain vote au Congrès de la charte sur les langues minoritaires? Alors, oui, vous savez que depuis la fin du siècle dernier, le Conseil de l'Europe a élaboré une charte des langues régionales ou minoritaires. C'est le titre exact de la charte, hein, la charte des langues régionales ou minoritaires. Dans le préambule, cette charte explique qu'il s'agit de défendre et de promouvoir les langues minoritaires, qu'elles soient régionales ou qu'elles ne le soient pas. Exemple de langue minoritaire en France et qui n'est pas régionale, celle des Roms. Les Roms n'appartiennent à qu'une région particulière. Bon. Ou encore, par exemple, la langue kabyle ou la langue arabe, qui est parlée actuellement en France par des citoyens français d'origine algérienne, par exemple. Les Harkis, par exemple, tenez, bon, qui sont en France depuis 1 ou 2 générations et qui continuent parfois encore à parler leur langue ancestrale, l'arabe ou le kabyle. Donc ce sont des langues minoritaires qui ne sont pas liées à une région particulière. Voilà. Savez-vous combien de langues minoritaires on a répertoriées en France? En comptant la France et les départements et territoires d'outre-mer, tout de même. Hein. Bon. Savez-vous combien? 75.
la France est riche de 75 langues minoritaires. Voilà. Alors, cette abondance, à elle seule, rend la charte inapplicable. Par exemple, quand la charte dit que les États qui approuvent et qui adoptent cette charte, ces États doivent s'efforcer de faire en sorte que leurs nationaux, parlant les diverses langues minoritaires, puissent se comprendre entre eux. Comment chacun de nous pourrait-il connaître 75 langues ? C'est absolument impossible. Il faut bien, par conséquent, dans un pays où il n'y a que 3 langues, comme la Suisse, comme la Belgique, comme le Luxembourg, bon, effectivement, 3 langues, tout le monde peut savoir plus ou moins, outre sa langue maternelle, 2 autres langues. Moi, j'en connais bien plus que ça. Bon, je parle beaucoup plus de langues que 3. Mais en revanche, 75, personne au monde ne peut y arriver. Donc, c'est impossible. Voilà. Alors, moi j'ai envie de dire à M. François Hollande, si vous voulez, ce qui est tout à fait honorable et tout à fait louable et que j'approuve, si vous voulez défendre, promouvoir et assurer la pérennité des langues minoritaires, qu'est-ce qui vous en empêche ? Qu'est-ce qui vous empêche, lorsque vous allez en Corse, faire un meeting, de parler corse ? Chiche, faites-le, donnez l'exemple. Qu'est-ce qui vous empêche, quand vous allez, par exemple, dans le nord de la France, de parler picard ? Faites-le, vous ne le faites jamais. Qu'est-ce qui vous empêche, quand vous allez en Bretagne, tenir un meeting, de parler breton ? Faites-le, vous ne le faites jamais. Et là, ce serait effectivement favoriser la promotion des langues minoritaires, mais vous ne le faites jamais. Donc, vous reconnaissez implicitement qu'il faut une langue de communication entre tous les Français, qui est la langue française. Mais, encore une fois, on peut, sans adopter la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, faire du bon travail pour maintenir le pluralisme linguistique en France, et en particulier Internet permet de mettre à la disposition de toutes les minorités linguistiques des sites Internet avec des grammaires, des vocabulaires, des dictionnaires, des émissions de théâtrales, des émissions de radio, etc., etc., etc. Donc on peut très bien faire vivre grâce à Internet. C'est un des bons usages d'Internet. Donc faire vivre abondamment la diversité culturelle et linguistique. Mais lorsque on est dans un service public, lorsqu'on est face à l'administration, on ne peut pas demander aux fonctionnaires de parler 75 langues. Et donc il faut bien par conséquent que les langues minoritaires acceptent de parler français dans ce cas-là. Voilà. C'est juste que, comme vous le savez, dans le paysage politique actuel français, on sait très bien que la notion de nation a mauvaise presse. Et notamment à gauche, particulièrement en droit, où elle devrait être en première ligne et défendue de manière prioritaire. Et je me demandais si vous avez une explication à ça, comment vous voyez cette façon dont la gauche a détruit cette nation de son côté pour... L'explication bien figure dans le petit lexique que je vous ai envoyé. Bon. Donc je vous y renvoie et je réponds quand même. J'ai oublié de vous le signaler, il a été envoyé par mail à tous ceux qui se sont abonnés à notre page Facebook. Sinon, on a quelques exemplaires imprimés qu'on pourra vous remettre après la conférence, si vous voulez. Alors, ma réponse sera historique. La notion d'internationalisme remonte au XIXe siècle. L'internationalisme est lié à la création d'internationales ouvrières. En effet, dès Marx et Engels, dès leur époque, s'est créée une internationale ouvrière, qui du reste a été inspirée et plus ou moins dirigée par Marx et Engels eux-mêmes, en personne. Bon. Cette internationale ouvrière avait pour but donc de créer, de stimuler, de développer la solidarité entre les classes ouvrières des différentes nations. Bon. Et ce sentiment de solidarité internationale du prolétariat a eu notamment à se manifester et a eu à vivre à l'approche de 1914, lorsqu'a commencé à se dessiner le grand conflit mondial, le premier grand conflit mondial. La figure de proue française de l'internationalisme, Jean Jaurès, disait dans les mois qui ont précédé: ouvriers de toute l'Europe, refusez la guerre, vous vous ferez tuer,
non pas pour votre patrie, non pas pour votre pays, vous ferez tuer pour des industriels qui se servent de vous pour défendre leurs intérêts et de disputer les empires coloniaux, parce que la raison d'être de la Première Guerre mondiale, c'est la dispute des empires coloniaux. La bourgeoisie allemande en particulier et la bourgeoisie française se sont partagés les empires coloniaux comme des hyènes se disputent une proie, une charogne. Bon. On voulait mettre la main sur l'Afrique, sur l'Asie, etc., parce que c'était des sources de matières premières, des sources d'énergie et des marchés que les métropoles pouvaient se garder. Bien. Mais comme vous le savez, Jaurès a été abattu. Bon. Et les partis de gauche, dans les semaines et les mois qui ont précédé l'ouverture du conflit mondial, ont voté les crédits de guerre, se ralliant de fait à la bourgeoisie, qui à l'époque n'était pas supranationale, à l'époque elle était très nationale. Bon. Tout à l'heure, je le disais plus ou moins, tant que la bourgeoisie, tant que les bourgeoisies, mais restons-en à la nôtre, ont été nationales, elles diffusaient une idéologie chauvine. Ainsi, à l'époque de Marx et Engels, à l'époque de Lénine encore, hein, en France, les grands bourgeois, les plus grands bourgeois, c'était quoi? Des propriétaires de mines de charbon. C'était les rois de l'acier, c'était les rois du rail, etc. C'était des entreprises dont les affaires se développaient dans le cadre national. On exportait peu, on importait peu. Bon. Aujourd'hui, au contraire, on a affaire à des entreprises qui sont bien plus grandes et qui donc visent le marché mondial et le monopole mondial, même Microsoft, etc. Bon. Donc, à cette époque-là, l'internationalisme a été mis en difficulté par l'idéologie dominante, qui au contraire, elle, développait un chauvinisme, un patriotisme ardent. Bien. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La classe dominante a rompu le cordon ombilical qui la rattachait à une nation. C'est vrai pour les multinationales américaines, pour celles qui viennent du Japon, pour celles qui viennent d'Europe, etc. Ou encore pour Mittal, par exemple, cette multinationale de l'acier d'origine hindoue. Donc, toutes ces multinationales qui ont rompu le cordon ombilical les rattachant à leur patrie d'origine diffusent une idéologie supranationale. Et aujourd'hui, être révolutionnaire, c'est au contraire être attaché au drapeau tricolore, à l'indépendance de la France, à la souveraineté nationale. Mais la gauche française, c'est très difficile de s'autonomiser par rapport à la classe dominante et à l'idéologie dominante. C'est très difficile. Je l'ai fait d'expérience. J'ai passé toute ma vie à mener ce combat-là, ce combat idéologique. S'extraire de l'idéologie dominante, en faire constamment la critique, être autonome par rapport à elle. Eh bien, la gauche française dans son ensemble n'a pas réussi à faire ça. Elle confond aujourd'hui allègrement ce que moi je distingue parfaitement, c'est-à-dire la solidarité internationale ou internationalisme prolétarien, avec le supranationalisme de la grande bourgeoisie apatride. Ce sont des choses radicalement différentes. Comment définir l'internationalisme? Ce sont des relations d'amitié, des relations de fraternité entre nations. Internationalisme, entre nations. Le supranationalisme, au contraire, c'est le refus des nations. C'est la destruction des nations. C'est la volonté de vivre dans un cadre qui dépasse les nations, dans un cadre impérial, en un mot. Voilà. Eh bien, la gauche française confond, sans même s'en apercevoir, elle confond internationalisme prolétarien, tel que Jaurès, par exemple, le concevait, et le supranationalisme des grandes entreprises, aujourd'hui transnationales. Les deux, il ne faut jamais les confondre. Voilà. Eh bien, moi je dis à la gauche française, si vous n'êtes pas capable de faire de la nation un bon usage, si vous n'êtes pas capable de vous approprier l'idée de nation, de défendre l'indépendance nationale, de défendre la souveraineté nationale, il ne faudra pas s'étonner que des démagogues d'extrême droite, que des néo-pétainistes s'emparent de toutes ces notions pour en faire un très mauvais usage. Tel est l'enjeu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, donc vous avez décliné certaines spécificités de l'identité française. Et je voulais vous demander quelle place donner au christianisme, justement, par rapport à l'identité française. Vous n'avez pas vraiment fait mention, vous avez fait mention plutôt de la dimension opposition à la enfin, disons,
la tyrannie religieuse, mais vous n'avez pas parlé du christianisme en tant que tel, en tant que fondement de l'identité. Quelle place donner à cette religion? Aucune. Aucune selon vous? Aucune. D'abord parce que le christianisme n'est pas particulier à la France. Le christianisme est d'origine, comme vous le savez, moyen-orientale. Bon. Et donc il s'est ensuite diffusé à peu près dans le monde entier. Hein. Bon. Et donc le christianisme ne contribue pas plus à l'identité de la France qu'à celle de la Pologne, ou à celle du Brésil, ou à celle de l'Angleterre, ou à celle des États-Unis d'Amérique, etc. C'est une religion qui se veut universelle. C'est ce que veut dire le mot catholicisme. Donc, elle se veut universelle, elle n'a strictement rien de français. En France, elle est une religion d'importation, pas plus. Que par exemple, des Japonais nous disent le shintoïsme est une partie intégrante de l'identité japonaise, ça, je suis prêt à l'examiner, à en parler. Parce qu'effectivement, le shintoïsme est particulier au Japon. Il n'a jamais franchi les frontières du Japon, il est né au Japon, il n'a jamais été exporté. C'est une religion spécifiquement japonaise. Ce n'est pas le cas du christianisme pour la France. Et même quand on me dit que la culture européenne aurait des racines chrétiennes, bon, ça me fait hausser les épaules. En Europe, par exemple, il y a des musulmans. Ils sont aussi européens que les autres. Et oui, il y a des musulmans. C'est un reste de l'époque où l'Empire ottoman dominait une partie de l'Europe, notamment les Balkans. Hein. Et c'est pour ça qu'en Yougoslavie, ou en Albanie, il y a des musulmans. Ben, ces musulmans d'Albanie ou de Yougoslavie sont aussi européens que les autres. Voilà. Pour rebondir ou compléter à la question précédente, donc, je vais vous demander, en continuité par rapport à ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous pouvez rajouter sur, par exemple, la place des communautés dites musulmanes ou de l'islam en général aujourd'hui en France dans l'enjeu que vous nous avez présenté? Quelles peuvent être les relations, les interactions, les liens, les apports Moi, je dirais que les musulmans de France ont une chance. Les musulmans de France. Français ou pas. Donc, les musulmans de France ont une chance, c'est que la France est, et à mes yeux, doit rester un pays laïque, un État laïque. Donc, un État religieusement neutre. Un État laïque est celui qui ne privilégie aucune religion, qui ne persécute aucune religion, qui n'est ni du côté des croyants, ni du côté des athées. Moi, je suis athée, matérialiste. Bon, aucune religion. Donc, je ne demande pas à l'État d'être athée. Je lui demande d'être neutre. Voilà. Et par conséquent, un État laïque comme la France permet à n'importe quelle croyance religieuse de vivre normalement à égalité avec les autres. Voilà. Donc, à mon avis, c'est une chance. Bon. C'est une chance que n'ont pas, par exemple, les chrétiens de certains pays musulmans, où le christianisme, comme vous le savez, est pourchassé, traqué, etc. Hein. C'est le cas actuellement au Moyen-Orient, sous le règne de Daesh. Bon. Mais je ne sais pas si les chrétiens peuvent vivre vraiment en Iran non plus, hein, pays chiite. Voilà. Donc, mais ce ne sont pas des États laïques, ce sont des États donc théocratiques. Bon. Voilà. Je ne suis pas sûr que les athées aient la vie facile, mettons, dans l'État d'Israël, qui est un État théocratique lui aussi, etc. Bon. Donc, moi, je suis un partisan convaincu de la laïcité, et je considère que c'est une chance pour toutes les religions en France que de vivre dans un État laïque, parce qu'elles sont sûres de ne pas être persécutées, pas de privilèges, mais pas de persécution, liberté complète de mener leur religion comme elles l'entendent dans l'espace privé. L'identité nationale Dans l'espace permet privé. aux identités minoritaires de vivre, de s'épanouir. Bon, pour moi, une religion, c'est pas une identité, pour moi. Hein. Bon. L'identité nationale, c'est ce qu'il y a de commun entre tous les Français, croyants ou incroyants, chrétiens ou pas chrétiens. Hein, c'est ce qu'il y a de commun entre tous les Français. Bon. J'ai cherché à définir ce qu'il y a de commun entre tous les Français, et je m'en suis tenu là. Donc j'ai distingué 8 ou 9 traits identitaires qu'on ne trouve pas dans les autres pays, dans les autres nations. Voilà. Et chaque nation a comme ça ses traits identitaires. Il est évident, par exemple, mettons que l'histoire récente de l'Allemagne, avec l'immense tragédie qu'a été le nazisme, c'est évident que ça joue un rôle essentiel dans la mentalité allemande actuelle.
Aujourd'hui, par exemple, en Allemagne, personne ne lèvera le petit doigt, n'oserait dire un mot contre un juif. Il y a une mémoire trop lourde. Bon. Et là, donc, il y a un trait de l'histoire allemande qui marque le peuple allemand. Bon. Et chaque peuple, comme ça, en raison de son territoire et en raison de son histoire, a acquis une mentalité, a acquis des réflexes, a acquis donc une idéologie qui lui sont particulières. Voilà. Thomas, tu avais peut-être une question? Je vais penser parce que j'ai trouvé la question intéressante à propos du christianisme et les racines, qui semblerait être, je parle au conditionnel, les racines donc, de la France, etc. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais j'ai souvent entendu que même si le christianisme est né en Orient, c'est avant tout, il y a eu quasiment tout de suite après un schisme qui a contribué à former l'Occident, justement, enfin le christianisme d'Occident, puis ensuite le catholicisme, etc. Et de même que pendant de très nombreuses années, quand on parlait du roi, du monde pour la France, on disait le roi très chrétien, et que le christianisme s'est toujours construit en opposition au judaïsme, et dans une moindre mesure à l'islam, et que souvent ce que j'entends dire aussi dans les cafés, que après tout, s'il y a autant d'églises en France, c'est tout de même bien normal que voilà, qu'il y ait une causalité, quoi, que finalement ça fait partie de l'identité. Et de même que le drapeau de l'Union Européenne, c'est le drapeau de la Sainte Vierge. Les étoiles du voilà, drapeau les européen étoiles, sont celles de la couronne mariale. Du coup, je me posais quand même la question au niveau non pas de l'identité nationale actuelle, mais du moins dans les fondements, ne serait-ce que même sans croire en Dieu, notre façon de considérer le bien et le mal, déjà de considérer que le bien et le mal, c'est un apport sociologique chrétien. Je veux dire, tout comme on n'efface pas 1500 ans de nation, enfin, si on peut parler de nation, du moins d'histoire de la France, on n'efface pas 2000 ans de christianisme non plus comme ça, même si on est athée. J'en suis moins convaincu. Il y a des peuples, dans l'histoire desquels une religion a joué un rôle très important. Par exemple, chez les Juifs, leur religion a joué un rôle extrêmement important. À la limite, l'identité des... Est-ce qu'on peut parler des peuples juifs? Moi, je pense que non, personnellement. Bon. Je pense que le judaïsme est une religion, c'est pas un peuple. Bon. Mais il fut un temps où il y a eu un peuple juif. Bon. Avant la dispersion. Et avant donc la dilution du peuple juif dans d'autres peuples. Parce que par exemple, mettons Einstein, juif d'origine, Karl Marx, juif d'origine, Sigmund Freud, juif d'origine, ce sont quand même d'abord des Allemands avant d'être des Juifs. D'ailleurs, tous trois étaient athées. Bon. Par conséquent, dans leur culture à eux, la religion ne joue guère de rôle. Bon. Et de même qu'il y a une énorme différence entre un juif allemand, par exemple, et un juif tunisien ou un juif marocain. Bon, j'en ai connu beaucoup, des uns et des autres. Bon, donc, il y a des peuples chez lesquels la religion joue un rôle essentiel. Encore une fois, c'est le cas, me semble-t-il, chez les Juifs, à l'origine en tout cas, avant la dispersion. Et même après la dispersion, souvent, c'est la religion qui est le lien entre eux, entre les Juifs de différents pays. Ils se reconnaissent quelque part une fraternité. Bon. Et donc, on peut penser que dans ce cas-là, la religion joue un rôle important. Mais chez les Français, honnêtement, je ne crois pas. C'est pas un hasard quand même si c'est la France qui a décidé en 1905 de séparer les églises et l'État. C'est pas un hasard si la Révolution française a été anti-catholique, carrément anti-catholique. Ah bon, il y a bien une négation, un refus de l'Église catholique, bon, avec nationalisation du bien du clergé, etc., etc., etc. Bon, donc tout ça, c'est l'histoire de France. Bon, et aujourd'hui, en France, il n'y a pas que moi pour parler de déchristianisation. Il fut un temps, effectivement, où le catholicisme, qui était la forme française du christianisme, fut un temps où le catholicisme a joué un rôle important. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je crois que la religion, quelle qu'elle soit, y compris la religion chrétienne, je pense qu'elle joue un rôle très faible dans la culture française et elle n'en joue aucun dans l'identité française. Je vais rebondir sur ce que disait Thomas. Je suis
assez d'accord. Enfin, je suis donc en désaccord avec vous sur ce point. Je pense que la culture chrétienne a eu une très grosse influence sur Oui, autrefois. l'identité française et qu'il en reste des immenses séquelles que vous avez d'ailleurs abordées dans des points qui paraissaient distinguer l'identité française des autres peuples, comme par exemple cette envie d'égalité, cette culture révolutionnaire et insurrectionnelle. Pour moi, elle est extrêmement liée aux origines christianiques, mais à condition de ne pas mélanger la structure église et clergé avec la pratique de la religion du Christ par l'extrême majorité de la population, essentiellement rurale. La tradition révolutionnaire française, elle date je sais pas, j'allais dire Mathusalem avant la France même. En tout cas, au Moyen-Âge, il y a eu énormément de révoltes paysannes contre la tyrannie, avec l'idée de recréer un petit peu une certaine égalité, une certaine fraternité, une certaine solidarité, qui est clairement, à mon avis, inspirée de l'Éden véhiculé par les textes religieux, par les messages christiques. Et si on a la France berceau des droits de l'homme, à mon avis, c'est clairement parce qu'il y avait justement une approche de la religion qui n'était pas celle de l'institution tyrannique, mais celle d'une population qui a compris le message révolutionnaire et insurrectionnel du Christ. Après, moi je dis ça, je ne suis pas catholique. J'estime que ça fait partie de ma culture. Et j'estime que l'identité française ne peut à ce titre pas être décorrélée de la chrétienté, en tout cas du christianisme. Oui. Moi, je crois que s'il y a des chrétiens de gauche, ce n'est pas parce qu'ils sont chrétiens, c'est malgré, bien qu'ils soient chrétiens, qu'ils sont de gauche. Et oui, là, il y a une divergence entre nous. Oui, aujourd'hui encore, les catholiques majoritairement sont à droite, hein, ils ne sont pas à gauche. Bon. Et ceux qui sont à gauche ne le sont pas parce qu'ils sont chrétiens, mais malgré leur christianisme. Au sein de l'Église en général, tenez, je vais prendre des exemples extrêmes. Rappelez-vous ce qui est arrivé aux Jésuites au XVIIIe siècle. Vous connaissez un petit peu? Bon. Au XVIIIe siècle, en Amérique latine, un continent qui était depuis peu propriété des empires espagnols et portugais. Bon. En Amérique latine, notamment en Uruguay, au Paraguay, etc., les jésuites, qui alors se sont montrés véritablement des révolutionnaires au sens social et politique du mot. Bon. Les jésuites ont refusé de laisser les Espagnols et les Portugais exploiter les Indiens d'Amérique et les traiter en esclaves. Ils ont refusé. Et ils ont monté la tête aux Indiens en leur disant « Vous êtes des êtres humains comme les autres, vous êtes les égaux des Européens, et donc vous n'avez pas à subir l'oppression européenne. » Et donc, les jésuites ont développé une idéologie socialement révolutionnaire. Ce qui leur a valu, ce qui a valu à leur ordre, d'être interdits par le Vatican. Ah ouais. Les jésuites ont été révolutionnaires, non pas grâce au christianisme, mais malgré le christianisme. Parce que quand même, que je sache, les instances dirigeantes et les instances majoritaires de leur religion étaient à droite. Et vous voyez d'un très bon œil l'exploitation des Indiens, ces sauvages, ces barbares non chrétiens. Avait-il seulement une âme? Rappelez-vous de la controverse de Valladolid, bon, etc. Avait-il seulement une âme? Bon, étaient vraiment des êtres humains? C'était certainement des mécréants, parce que sinon ils auraient été touchés par le message de Dieu. On n'aurait pas été obligé de leur apporter, nous autres Européens, qui nous sommes de bons sujets loyaux de Dieu et du Christ. Bon, rappelez-vous de ces raisonnements. Je vous rappelle que pendant toute la Seconde Guerre mondiale, le Vatican n'a pas dit un mot contre les fascismes, contre le nazisme. Pas un mot, lui qui était si abondant quand il fallait flétrir le communisme. Je vous rappelle que l'Église catholique a très très bien coopéré avec le régime de Franco, etc., etc., etc. Alors, je ne méconnais pas l'existence d'une gauche de Dieu. Mais je dis, elle est de gauche, non pas grâce à Dieu, mais contre Dieu. Et si j'en reviens au message des évangiles, je dirais la même chose. Vous avez vu, vous, dans les évangiles, moi j'ai lu les évangiles, tout athée que je suis. Je vous conseille de faire de même. Vous avez vu un mot là-dedans contre l'esclavage?
Aucun. Il n'y a pas un mot contre l'esclavage dans les évangiles. Pas un mot. Et non seulement il n'y en a pas dans les évangiles, mais dans les siècles qui ont suivi, si l'esclavage a disparu, ce n'est pas grâce à l'Église. Si vous n'entendez pas la distinction que je fais entre l'institution on est d'accord, quand on parle du Vatican, etc., il s'agit ou de l'Église moyenâgeuse, de l'Inquisition, etc., il s'agit d'institutions de pouvoir absolument tyranniques, qui n'a vraiment rien de commun avec le message qui a été véhiculé. Ensuite, il y a eu des textes qui ont été canonisés. Excusez-moi. Il y a eu un choix institutionnel de garder un certain nombre de choses aussi, mais quand on regarde historiquement ce qui s'est passé à cette époque et l'impact que ça peut avoir sur les populations au fil des siècles qui ont suivi, il y a une décorrélation énorme entre l'institution et la pratique, le sentiment religieux. Quand je me réfère aux évangiles, je ne me réfère pas à l'institution. Les évangiles, c'est la base même du christianisme. Alors il faut refaire mon instruction. Bon. Or, dans les évangiles, il n'y a rien sur la justice sociale. Rien. Si, il y a quelque chose. Il y a la condamnation des riches. Ça, oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez tous de ce passage de l'évangile où un jeune juif, bien de sa personne et vivant à l'aise, s'approche du Christ et lui dit que faut-il faire pour gagner son salut? Et Jésus lui répond, distribue tous tes biens aux pauvres et suis-moi. Et le jeune juif qui entend ces paroles tourne les talons, fléchit les épaules et s'en va accablé. Parce que visiblement, il n'était pas prêt à distribuer ses biens aux pauvres. Et d'après les évangiles, plusieurs évangiles, pas un seul, qui rapportent tous le même événement. Donc, d'après les évangiles, en regardant le jeune juif riche s'éloigner, Jésus dit à ceux qui l'entouraient, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de franchir les portes du paradis. Alors, moi, le marxiste que je suis marxiste philosophiquement. Hein. Bon, je vous le dis si vous ne le saviez pas. Bon, donc, le marxiste que je suis, voilà le fait que le christianisme naissant à son origine, c'est bien une protestation, une détresse qui s'exprime dans les couches populaires du peuple juif, dans les couches populaires. Mais ce n'est pas un message de justice sociale. Lorsqu'on vient dire à Jésus, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire pour chasser les Romains, etc., il répond, mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis pas ici pour chasser les Romains. Je ne suis pas ici pour libérer les esclaves. Je ne suis pas ici pour la justice sociale. Je suis ici pour préparer un autre monde. Et ça, c'est très commun pour la classe dominante. Parce qu'à ce moment-là, elle est assurée de la soumission de la classe dominée. Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. Oui, mais c'est malheureusement celle que je fais, et je ne suis pas le seul à le faire. Hein. Lorsque, par exemple, lors d'un célèbre débat au Parlement sur la réforme scolaire, lorsque Thiers, à droite française, disait « Moi, je veux que l'action du prêtre sur la jeunesse soit forte, très forte. Je veux que le prêtre enseigne à la jeunesse qu'on est sur terre pour souffrir, pas pour revendiquer. » Eh oui. La religion se prête très bien à ça, en promettant que plus on souffrira sur terre, plus on sera récompensé au-delà. Et donc sur terre, on se résigne à son sort et on ne se rebelle pas contre lui. Ce sont des athées, des marxistes, des communistes qui, eux, réagissent contre l'injustice sociale. Ce n'est pas des croyants. Néanmoins, chez Marx, il y a certains passages qui évoquent la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. C'est Hegel. Non, de Hegel. Et par rapport à ça, peut-être que le message social se trouve dans cette fameuse dialectique, sans pour autant verser dans les théories de René Girard. Encore une fois, je ne nie pas l'existence à toutes les époques. Au sein de la communauté des catholiques et au sein des chrétiens, je ne nie pas l'existence d'une gauche. Elle a toujours eu. Mais elle a toujours été minoritaire. Toujours. Et toujours. Parce que leur pouvoir, et c'est comme les évangiles, les textes qui ont été gardés pour être considérés comme les textes sacrés, les textes saints, ils en ont écarté énormément. Il y en a d'ailleurs malheureusement un certain nombre qui ont été détruits, mais on en a retrouvé quand même un certain nombre aussi que des moines avaient recopiés, etc., qui sont beaucoup plus révolutionnaires justement et qui n'étaient pas compatibles avec l'installation d'une tyrannie telle qu'il en a été décidé par l'Empire romain pour fédérer l'Empire qui est en train de s'écrouler et qui est l'origine de l'Église actuelle. Mais une fois de plus, il ne faut absolument pas confondre. Et le fait que les textes qui ont été gardés se prêtent à une manipulation d'interprétation, c'est flagrant. Mais en l'occurrence,
on va pas faire de théologie ce soir, mais quand le Christ dit que lui, son royaume n'est pas de ce monde, il y a une erreur d'interprétation sur cette parole. Moi, je pense qu'il faut bien faire la distinction entre chrétienté et catholicisme. Le catholicisme, voilà. c'est l'Église, la Ça, chrétienté, voilà. c'est le message. C'est ce que j'essaie de Pour dire dire. quelque chose de l'ordre de Martin McLuhan, le message, la chrétienté, c'est le message, et l'Église, c'est le médium. J'ai distingué les deux en me référant aux évangiles. Les évangiles, c'est pas l'institution. Dans votre discours, on pourra s'en référer à ce qui a été enregistré. En fait, vous parlez du catholicisme essentiellement. Oui. Mais en répondant à la question posée, j'ai parlé des évangiles aussi. Les évangiles, c'est pas Oui, l'institution. simplement en disant que le message social des évangiles était très mince. J'ai dit qu'il y a une charge très violente contre les riches. Mais ça ne va pas jusqu'à la volonté et un renversement de l'ordre social. Disons que la culture de l'économie politique à l'époque était assez mince aussi. Les apocryphes dont tu parles, Nathanaël, ont été édités à la Pléiade. Donc ils sont disponibles à tous ceux qui voudront les lire. Effectivement, ils sont beaucoup plus révolutionnaires que le canon qui a été retenu pour les évangiles pneumatiques et synoptiques. Oui, s'il vous plaît. En début d'intervention, vous avez évoqué la question des migrants. Donc vous avez dit que c'est pas, que parce que le phénomène touchait 3 continents différents, vous pouvez supposer que des mesures devraient être prises de manière uniforme. Mais vous avez dit que du coup non, parce que pour des réalités démographiques ou autres, chaque pays devait avoir sa politique. Du coup, ma question ce serait vis-à-vis de la France, qu'est-ce que vous, parce que vous préconiseriez, mais quelle devrait être selon vous dans les grandes lignes la politique de la France vis-à-vis des migrants, à savoir vis-à-vis de ce phénomène ponctuel, parce qu'il faut distinguer quand même une politique de l'immigration générale et là la politique d'accueil face à un phénomène ponctuel et massif. Alors, je dirais d'abord que ce que la France aurait dû faire, ça aurait été de ne pas aller bombarder la Libye, de ne pas aller occuper l'Irak, de ne pas aller occuper l'Afghanistan, parce qu'en faisant ça, elle y a foutu la merde. Bon, elle a détruit, la France et l'Occident en général, ont contribué à détruire l'État libyen et à transformer la Libye en un chaos qui est devenu invivable. Ça, c'est le brillant résultat de la civilisation occidentale en Libye. Et c'est pareil en Irak. La situation en Irak aujourd'hui est bien pire qu'à l'époque de Saddam Hussein. Rappelez-vous, l'intervention américaine et européenne en Irak a été faite sous prétexte mensonger que Saddam Hussein détenait, chef de l'État de l'époque, détenait des armes d'extermination massive. Mensonge qui a été percé à jour par la suite. Bon, c'était le prétexte. Bien. Et donc, ces interventions militaires en violation de la souveraineté des nations, à laquelle je tiens comme la prunelle de mes yeux. Moi, je n'admettrai jamais qu'un État, quel que soit le prétexte, s'ingère dans les affaires d'un autre État. Bon. La dictature de Saddam Hussein, c'est une dictature réelle. Mais c'est aux Irakiens de résoudre, c'est pas à nous de le faire à leur place. Et c'est pareil en Afghanistan, et c'est pareil en Libye. J'ajoute qu'à mes yeux, la dictature de Saddam Hussein en Irak ou celle de Kadhafi en Libye valait mieux, beaucoup mieux que le chaos actuel et la guerre civile actuelle. Bon. Par conséquent, aujourd'hui, ce que nous recevons dans la figure, c'est le retour du boomerang. Nous avons semé le chaos et nous recevons à la place maintenant une vague d'immigration. Voilà. Alors, sur les problèmes migratoires, moi je n'ai pas de doctrine particulière, soit personnelle. Sur ce point, je suis un bon Français comme les autres. Je considère que ceux qui fuient un État où leur vie est menacée, parce qu'ils sont persécutés en tant que combattants de la liberté, parce que par exemple, ils se battent pour la laïcité, parce qu'ils se battent pour la justice sociale, pour la liberté d'expression, pour l'émancipation des femmes. Bon. Donc, si ces militants des droits de l'homme sont dans leur pays d'origine, parce qu'ils sont militants de la justice, des droits de l'homme, de la liberté, s'ils sont persécutés, nous avons le devoir, nous, de leur accorder le refuge. C'est la raison, d'ailleurs, du droit d'asile. Hein. C'est la définition du droit d'asile. Le droit d'asile, c'est pour ceux qui, dans leur pays, sont persécutés et qui risquent leur vie et leur liberté. Bon. Donc, on a le devoir de les accueillir, de les protéger. Et chez nous, ils peuvent écrire, par exemple, faire des films, des livres, etc., qui vont contribuer à libérer leur pays. Bien. En revanche, je pense que les migrations économiques
économiques sont une catastrophe et pour le pays d'origine et pour le pays d'accueil. Je prends un exemple. On me dit actuellement, les migrants qui frappent à notre porte sont des gens qualifiés. Je suis prêt à le croire. Mais s'ils sont qualifiés, leur qualification va rudement manquer à leur pays d'origine. Moi, je me rappelle une fois, lors d'une réunion publique, j'ai entendu une jeune femme qui s'est présentée comme universitaire et qui est intervenue dans la réunion publique pour se plaindre du fait qu'elle, étant de nationalité algérienne, elle n'était pas à égalité et traitée à égalité en France avec les universitaires d'origine française, de nationalité française. Et elle se plaignait de cette discrimination. J'ai admiré son intervention. Un Français parfait, elle parlait mieux que moi. Bon. Une culture très brillante, une très brillante intellectuelle. Si j'avais pu lui répondre, je lui aurais dit, Madame, je regrette que vous ayez quitté l'Algérie, parce qu'un génie comme le vôtre manque cruellement à l'Algérie, qui a besoin de vous, beaucoup plus que nous n'avons besoin de vous. Pourquoi avez-vous quitté votre pays? Pour faire carrière, par égoïsme. Eh bien ça, je ne l'approuve pas. Voilà. Aujourd'hui, de nombreux jeunes universitaires, jeunes chercheurs français quittent la France pour aller faire carrière aux États-Unis. Je les blâme. Ils trahissent leur pays. Pour des raisons égoïstes, pour faire fortune, parce qu'ils seront mieux payés là-bas. Voilà. Je me souviens de ce que disait le chef de l'État malien au lendemain d'un sommet de la francophonie, il y a à peu près de ça 7 ou 8 ans. Il disait « Je suis radicalement contre l'émigration des intellectuels maliens vers la France. » Émigration très fréquente. Et il disait « Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, à Paris, il y a plus de médecins de nationalité malienne qu'à Bamako, capitale du Mali. » Or, concluait le chef de l'État, nous, au Mali, on a besoin de médecins beaucoup plus que vous en France. Et donc, ces jeunes qui quittent leur pays pour aller chez vous, faire carrière, oui, ça, qui seront mieux payés, je les blâme, ils trahissent leur pays. Mais moi, j'applaudis à ces discours du chef de l'État malien. Je considère que moi, en tant que membre d'une ancienne puissance coloniale, je considère que j'ai des devoirs envers les colonies que nous avons opprimées, humiliées, spoliées, exploitées. Je me reconnais des devoirs. Mais bon Dieu, les intellectuels algériens, les intellectuels maliens, ils ont quand même des devoirs eux aussi, plus que nous envers leur propre pays. Et là, ils le trahissent. Et donc là, du coup, pour prendre l'exemple de la Syrie, idéalement, ce serait en fait un accueil temporaire des personnes qui sont dans une situation où ils ne peuvent pas rester sur leur territoire dans l'attente d'une amélioration. Je ne sais pas s'ils ne peuvent pas rester. Je constate qu'il y a une fuite. Une fuite. Alors, je vais prendre un exemple pour me faire comprendre. Les Kurdes actuellement, vous savez à quel point ils sont bombardés par Daesh? Daesh leur fait une guerre terrible aux Kurdes. Est-ce qu'ils fuient, eux? Non, ils se battent contre Daesh. Voilà, des gens comme je les aime. Nous, en 39, 40, 44, nous avons été envahis par l'Allemagne, asservis par l'Allemagne. Toute démocratie a disparu en France. Nous avons connu la dictature de Hitler et de Pétain. Nous avons connu cette époque où les opposants au régime de Pétain étaient pourchassés, arrêtés, torturés, massacrés, où des Français étaient tournés vers les camps de la mort, etc., où on ne pouvait pas manger à sa faim parce qu'on était victime de restrictions. Est-ce que pour autant les Français ont émigré aux États-Unis? Non. Ils se sont battus sur le sol pour chasser l'occupant. C'est ça qu'il fallait faire. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas persuadé que les migrants qui actuellement viennent nombreux frapper aux frontières de l'Europe, je ne suis pas sûr que ce soit tous des combattants de la liberté. Je crains que ce soit des migrations économiques qui pensent qu'il fait meilleur vivre en France que de vivre là-bas. Et je remarque que, par exemple, tenez, actuellement, Béziers défraye la chronique parce qu'on a trouvé à la Devèze, un quartier populaire de Béziers, dans des appartements HLM qui ne sont pas occupés. Et je m'en étonne d'ailleurs, vu la crise du logement qu'il y a en France, comment peut-il y avoir des appartements HLM non occupés? Comment ça se fait? C'est un scandale. Bon. En tout cas, donc, on a trouvé à la Devèze une dizaine d'appartements HLM inoccupés. Et comme ils étaient inoccupés, on ne sait pas trop bien guidés par qui, des réfugiés syriens, paraît-il, ont cassé les portes et les squattent. Et en même temps, ils ont fait des branchements à la sauvage, et donc ils consomment de l'électricité et de l'eau à l'œil, etc. Bon, bref. Bon, ça, c'est des petits larcins moins importants à mes yeux. Mais une interview récente du Midi Libre sur un couple de ces jeunes Syriens a été faite. Alors, on apprend qu'ils parlent français ni l'un ni l'autre. Évidemment, ils viennent de Syrie. Bon, ils ne parlent pas français. Mais alors, comment vont-ils pouvoir travailler en France s'ils ne parlent pas français?
Donc ils vivront aux dépens de la France. Il faudra leur faire la charité. Pendant combien de temps? Et s'ils ne gagnent pas d'argent, comment ils vont pouvoir payer un loyer? Donc il faudra les nourrir, les vêtir, les soigner, les loger gratuitement. Or, en France, si nous étions dans une situation sociale bonne, on pourrait se le permettre. Mais vous savez combien il y a en France de millions de mal logés et de SDF? Et je comprends qu'ils disent « bon sang ». Alors ce sont des gens de l'étranger qui viennent se faire loger gratuitement, alors que nous, on reste à la rue. Vous comprenez que ça fait des choux gras du Front National. Eh oui. Voilà, nous on a des millions de mal logés, et puis ce sont les étrangers qui prennent des appartements HLM. Voilà. Nous, on n'a pas d'emploi, mais on va tâcher de leur en donner un à eux. Et donc les étrangers sont mieux traités que les Français. Voilà. Donc il ne faut pas s'étonner qu'après le Front National dise les Français d'abord. Bon, je suis désolé, mais on va devoir arrêter là. Très 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 rapide alors, parce que j'ai un copain qui s'excite. D'accord. Bon, tu es militant depuis longtemps, on connaît ta fibre écologique. Par rapport aux dangers qui nous entourent, si je te dis écologie, Eurorégion et marché transatlantique, qu'est-ce que tu mettrais en premier? Parmi les dangers qui... Tu dis écologie? Écologie, danger écologique, danger des eurorégions, danger du marché transatlantique. Oui. Le plus dangereux? Oui. Alors, je vais te répondre très simplement. Et je rappelle que je suis un marxiste, et que j'ai été pendant plus de 20 ans membre du PCF. Bon. Et que j'ai quitté parce que j'ai considéré à un moment donné qu'il n'était plus du tout communiste. Bon. Ni marxiste, ni de gauche. Bon. Bien, je dis souvent, et je pense très profondément, que l'injustice sociale, la tyrannie, l'absence de liberté politique n'ont jamais mis en danger l'avenir de l'humanité. Tandis que la crise écologique, elle, porte en germe la disparition et de l'humanité et de toute vie sur Terre. Ben, je t'ai répondu très simplement. Par conséquent, à mes yeux, le grand danger, effectivement, c'est la destruction de l'environnement, c'est-à-dire l'épuisement des ressources naturelles dont on a besoin pour vivre. Je pourrais donner un exemple. C'est l'empoisonnement progressif du milieu dans lequel nous vivons qui rend progressivement la vie inhabitable. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, le taux d'infertilité sexuelle grandit. Ça continue comme ça, dans un siècle, l'humanité ne pourra même plus se reproduire. Et donc elle disparaîtra victime d'elle-même. Parce qu'elle a empoisonné la planète et s'est empoisonnée elle-même, au point de se rendre stérile. Si tu connais un danger plus grand que celui-là, je t'écoute. Sur ces belles paroles, je crois qu'on peut applaudir Robert. Je vous rappelle que vous avez toujours son livre disponible ici, son lexique que vous pouvez reprendre. Donc, voilà. Je pensais bien qu'on aborderait ce soir.